Artiste de la satire, il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Dans le coin, là, qui a fait des commentaires. Jean-François Lisée est une véritable machine, on le sait. Alors, non seulement il écrit dans Le Devoir, il y a son blog passionnant, son podcast « Je suis abonné » passionnant, mais quand il se lance dans la rédaction de biographies, d'ouvrages historiques, il se lance à plein. On se souvient de son énorme biographie de Robert Bourassa, le tricheur, le naufrageur, le fraudeur, l'arnaqueur, le menteur. Il y a plusieurs il y a des copies que je les ai pas vues passer, moi. Et là, c'est un livre brillant sur la jeunesse de Lévesque et Trudeau. Et c'est le premier tome. C'est un pavé, c'est incroyable. Il est lourd. On peut assommer des gens avec ça. Pas la lecture, elle n'est pas assommante. C'est le premier tome d'une trilogie où tu vas suivre Jean-François, René Lévesque et Trudeau à différents âges de leur vie. Mm-hmm. Et c'était... est-ce que c'était deux frères ennemis, comme on dit, comme on aime dire, Lévesque Trudeau? Oui, parce qu'ils ont grandi dans la même détestation de Maurice Duplessis. Et moi, les années 50, je suis né à la fin, ça fait que je les ai toutes manquées, y compris les 40 et les 30. Et j'avais l'impression qu'à part Elvis, il ne s'était pas passé grand-chose, évidemment, la Seconde Guerre. Mais, et c'est pourquoi ce livre est si long, et je m'en excuse auprès des lecteurs, parce que je n'ai pas arrêté de découvrir des choses qui m'intéressaient. Puis moi, mon critère, c'est simple. Je me dis, je suis pas... je suis peut-être dans la moyenne supérieure là, des Québécois face à l'information historique. Ça fait que s'il y a quelque chose que je sais pas, je suppose que Richard ne le saura pas non plus. Ça fait que je veux lui raconter. Alors, donc, il y a énormément de choses là-dedans que je trouve savoureux, évidemment, qui se passent à différents moments. Donc, je les raconte, mais j'ai la faiblesse de penser qu'une fois que tu as fini le premier tome, tu as une très bonne idée de l'histoire du Québec, de ce qui s'est passé avant la Révolution tranquille. C'est ça, et ça finit en disant, c'est le début de quelque chose, c'est le début de la Révolution tranquille. Ouais. C'est comment ces deux personnages-là, chacun à leur façon, avec leur personnalité qui était totalement contradictoire d'ailleurs. Ouais. Trudeau, le grand prince, condescendant, méprisant, petit poil qui était proche du peuple, qui faisait de la télévision, les gens l'aimaient beaucoup, tout ça, on ne pouvait pas imaginer deux personnes. Mais comment ces deux personnes-là ont créé ensemble cette bombe-là qui était la Révolution tranquille? C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire pour Trudeau, dans les années 50, un gars comme Gérald Godin, par exemple, qui était poète, journaliste, puis ensuite sera ministre de Lévesque, il dit, pour moi, jeune, 17, 18, 19 ans, dans les années 50, Trudeau était notre héros. Pourquoi? Parce qu'il était contre Duplessis, parce qu'il était contre le clergé qui dominait tout, et il avait un courage extraordinaire d'écrire dans Cité libre des choses que personne n'écrivait ailleurs sur la médiocrité ambiante de la société québécoise. Il allait à contre-courant. Il allait complètement à contre-courant. Évidemment, ce que les gens ne savaient pas, puisqu'il a été découvert par deux biographes, un couple, les Nemni en 2006, qui ont eu les premiers accès aux dossiers secrets. Ils étaient secrets, c'était les archives secrètes de Trudeau, que lorsqu'il avait 21, 22, 23 ans, il avait été non seulement indépendantiste, mais il était contre la démocratie, il était mussolinien, et il voulait que le Québec devienne un genre d'État indépendant, catholique, dirigé par un dictateur, puis il allait lui-même organiser le putsch. Okay? Ça, c'était un énorme secret. Et là, il devient, évidemment, démocrate, constitutionnaliste, pro-canadien, antinationaliste. Et d'ailleurs, ce que j'essaie d'aller plus loin que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est d'écrire comment ce secret-là, sur sa période nationaliste extrême, conditionne son propre antinationalisme à lui. Parce que lorsqu'il regarde un gars modéré comme toi, Richard, nationaliste modéré, etc., il dit non, dans le fond, tu dois être un fasciste parce que moi, quand j'étais nationaliste, j'étais un fasciste. Alors, tous les nationalistes sont comme moi. Alors, toute sa vie, il se battra contre son propre fantôme plutôt que de se battre contre les vrais nationalistes qui sont... à un moment donné, les nationalistes deviennent de gauche. Ça, normalement, on dit, bon, t'étais contre les nationalistes de droite comme Duplessis, mais là, Lévesque,
est très à gauche. D'ailleurs, on le voit dans le livre. C'est un gars qui est socialiste. Mais donc ça, on voit leur construction. Ils sont frères à la fin de ce livre-là, lorsqu'ils se rencontrent. Ils deviendront ennemis par la suite. Les Trudeau, autant père et fils, ont toujours eu une certaine fascination pour les régimes autoritaires. Justin Trudeau, son frère, aussi, ont tenu des propos très complaisants vers la Chine communiste. Et il y a un passage là-dedans de Trudeau qui s'en va en Russie, qui est absolument savoureux. Raconte-nous le voyage de Trudeau en Russie. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à 3 ans de distance, donc il y a un chapitre Trudeau chez les Soviets, ça c'est sur la fin du stalinisme, et ensuite, 3 ans plus tard, c'est l'évêque chez les Soviets, et c'est un des premiers journalistes occidentaux à rencontrer Khrouchtchev, qui est le successeur de Staline. Et tous les deux, évidemment, ils sortaient de la société québécoise ou nord-américaine qui considérait que le communisme, c'était épouvantable et que probablement qu'en Russie, tout le monde était couché sur le trottoir en train de manger des vers de terre parce que c'était épouvantable. Mais lorsque tu vas en Russie, c'est une société qui se relève de la guerre, où les gens chantent, boivent, sont bons. Et ils rapportent ça tous les deux. Ils disent, évidemment, c'est une dictature, évidemment, on n'a pas visité les prisons, mais on a pu parler à des tas de gens. Est-ce qu'ils ont été victimes de la propagande ou quoi? C'est sûr qu'ils ont été victimes de la propagande. Et lorsqu'ils arrivent, Trudeau étant le premier, là, il se fait rentrer dedans par un représentant du clergé qui, lui, a vécu en Russie pendant une trentaine d'années, puis il dit, il a été complètement, par exemple, il dit, je suis allé à la messe à Moscou. Puis donc, il y a la liberté de culte, alors que tous nos archevêques nous disaient qu'on n'avait pas le droit de prier Jésus à Moscou. Puis là, le gars, il dit oui. Il dit 2 semaines avant la conférence à laquelle tu es allé, où il y avait des invités étrangers, ils sont allés chercher des célébrants dans les pays de l'Est, puis ils ont organisé des messes en faisant semblant que c'était normal, mais c'était juste pour vous autres. Alors, c'est sûr qu'il se fait avoir. Oui. Il se fait avoir, oui. Max Émile, notre journaliste recherchiste, me dit comment on pouvait voter l'évêque au provincial et Trudeau au fédéral. Je dis, regarde, on est en train de répéter le coup, là. On va voter PSPP au provincial, Marc Carney au fédéral. C'est un portrait de la schizophrénie québécoise que tu fais là. Pas dans le premier tome. Dans le premier tome, ils sont unis contre le duplessisme. Et ce que je découvre aussi, c'est... Bon, nous, on se dit, Duplessis est mort en 59, la Révolution tranquille a commencé. Mais jusqu'à la veille de la mort de Duplessis, ils ne savaient pas qu'il allait mourir. Ils étaient dans une détresse absolue parce que Duplessis gagnait toutes les élections à Québec, mais aussi les élections à Montréal, puis c'est son ami conservateur qui avait fait élire à Ottawa. Donc, avant la mort de Duplessis, tous les réformistes autour de Trudeau, l'évêque, Jean Marchand et compagnie sont en déprime absolue. Et là, comme si la main de Dieu avait décidé de leur offrir ce qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi incroyable, Trudeau, dans les années 50, se donne la tâche de fédérer les anti-duplessistes parce que dit tant que l'opposition est divisée, il va toujours gagner. Mais l'homme providentiel qui essaie de convaincre s'appelle Jean Drapeau. Nous, on connaît le Drapeau comme maire de Montréal, mais dans les années 50, les gens le voyaient comme le seul homme qui avait la capacité de battre Duplessis. Et là, il y a un chapitre qui s'appelle « Le tango entre Drapeau et Trudeau », où les deux hommes, se reniflent et se repoussent. C'est très intéressant. Et Jean-François, la job de biographe, c'est une job intéressante parce que tu dois oublier que tu connais la fin de l'histoire. Oui. Tu dois te mettre, quand mettons, il y a 17 ans, tu dois te mettre dans la peau du gars qui a 17 ans, qui ne sait pas ce qui va arriver après. Exact. Et ça, c'est assez particulier comme job, ça. Oui, mais il y a un genre d'accord tacite avec le lecteur. On fait semblant qu'on ne sait pas que Duplessis va mourir. On fait vraiment semblant. Puis tu le sais, là, 3 pages plus tard, il va finir par mourir, mais tu es avec moi, puis je suis avec tous les acteurs qui sont dans la déprime, parce qu'il est là. Eux, ils pensent qu'il va y avoir des élections en 60, Duplessis va être réélu jusqu'en 64. OK, ça, c'est leur état d'esprit. Puis ensuite, quand il meurt, c'est Sauvé. Puis là, les libéraux disent, là, nous, on est morts, Sauvé est très... Et là, Sauvé meurt. Alors, la situation n'arrête pas de changer d'une semaine à l'autre, c'est terrible. Mais juste pour te montrer, Jean Lesage, qui arrive vers la fin du livre, il est tellement certain de se faire battre par Duplessis que quelques mois avant, il y a 2 partielles qui sont ouvertes
puis le sage décide de même pas présenter de candidat pour ne pas être humilié. Et les gens qui connaissent le Trudeau des années 70, est-ce qu'ils vont connaître un nouveau Trudeau plus sympathique? Ah, ma blonde était très fâchée contre moi parce que c'était ma première lectrice. Je lui lisais les chapitres. Pendant qu'elle faisait ses exercices, je lui lisais les chapitres. Elle dit, ben là, tu me le rends trop sympathique. Tu me le rends trop sympathique. Parce que, bon, on ne peut pas passer beaucoup de temps dans une biographie sans s'attacher au personnage, même s'il nous déçoit. Bon. Et ce qui est intéressant quand tu vois l'origine de la pensée politique et de l'action politique de Trudeau, c'est que tout ce qu'il va faire, c'est pour son peuple, les Canadiens français. Même, il va faire des choses contre nous pour notre bien. Puis à un moment donné, j'explique comment, dans le développement de sa pensée, il en vient à l'idée que il pense que pour notre bien, il faut absolument nous laisser dans le Canada parce que les Canadiens anglais vont nous protéger contre nos propres tendances, contre nous-mêmes. C'est ça. Mais c'est quand même pour nous qu'il le fait. Oui. Ouais. Il sait ce qui est bon pour nous. Oui, il le sait. On est trop imbéciles pour le savoir, nous. C'est ce qu'il pense, exactement. Et heureusement qu'il y a des avocats canadiens, anglais et juifs qui nous protègent de nos tendances fascisantes qui sont à l'intérieur de nous. Mais on voit aussi, par exemple, j'ai un book qui s'appelle L'évêque l'anti-antisémite. OK? Alors, l'évêque n'a jamais vraiment frayé avec l'antisémitisme, bien qu'il dise que, comme tout le monde, il l'était un peu, mais il se réveille assez tôt à ça, alors que Trudeau participe davantage dans une pièce, d'ailleurs, qu'il écrit à Brébeuf qui s'appelle Les Dupés, et une autre pièce où il plaide pour la libération d'Adrien Arcan, qui était le leader nazi québécois, qui a été emprisonné pendant la guerre. Alors, donc, l'évolution sur l'antisémitisme, c'est intéressant, de toute la société québécoise. Et puis la censure. À un moment donné, à tous les deux, ils se mettent à être bien fâchés contre la censure, que Duplessis veuille censurer un film, Les Enfants du Paradis. Très fâché, Trudeau, il écrit, il se fait interpeller à l'Assemblée nationale parce que lui, il est pour cette déviance, parce que dans Les Enfants du Paradis, comme tu le sais, toi, alors c'est deux personnes qui sont mariées à d'autres qui continuent à s'aimer, mais c'est pas possible, ça. On ne peut pas montrer ça à des gens dans le Québec de la fin des années 40. Et ensuite, l'évêque, lui, se mobilise pour la défense d'un sculpteur québécois qui a fait, à partir d'un arbre, une famille où on voit les organes génitaux du mâle et de la femelle, et la statue est arrêté par les policiers, mise au poste de police, et l'évêque, avec plein de personnalités de l'époque, monte un faux procès où quelqu'un défend la statue. Écoute, c'est passionnant. Je ne suis pas arrivé au bout encore parce que c'est un sacré pavé. Je dois le dire, il y a plein de photos hyper intéressantes. Et c'est une belle job d'édition et c'est de l'auto-édition. En fait, c'est ta maison d'édition, la boîte à liser. Oui, avec mes amis de Carte Blanche, qui est une maison qui fait des trucs pour auteurs. Donc, avec Carte Blanche, mais j'ai voulu... Là, maintenant, avant, quand on avait des livres, il y avait des cahiers photos dans le milieu. Oui. Maintenant, on peut mettre la photo exactement là où c'est pertinent dans leur récit. Et je trouve que ça ajoute tellement. Ben oui. Mais moi, je rêve, mon Dieu, s'il y avait un Ken Burns québécois, ce serait tellement un bon film documentaire, une série documentaire là, avec... il ne faut pas faire une fiction avec ça, parce que les fictions, ça ne marche pas. Mais il faut faire un documentaire où on entend les uns et les autres. Ouais. Ah oui, tout à fait. Donc, passionnant, l'évêque Trudeau, leur jeunesse, notre histoire. Le deuxième tome va sortir... Tu commencé, la recherche est faite à 80 %. Mon rêve, c'est qu'il soit sous l'arbre de Noël de cette année. Ça, c'est mon rêve. Je ne sais pas s'il va se réaliser, mais en tout cas... Est-ce que tu dors des fois? Je suis un très bon dormeur. C'est pour ça que j'écris vite. C'est parce que j'ai bien dormi. Mais je dois dire deux choses. Bon, là, dans les librairies, là, il commence à en manquer. C'est qu'il faut que vous alliez... le réserver en librairie pour être sûr d'avoir la réimpression s'il n'en reste pas. Ou bien vous venez sur laboîtealisée.com. Moi, il m'en reste quelques centaines. Je peux vous les dédicacer, les envoyer par la poste. Demain, lancement à Montréal, aux Archives nationales, 17h30 sur Vigée. Je vais être avec Éric Bédard et j'ai très hâte d'avoir la critique de Lucien Bouchard qui va me dire s'il a aimé ça ou non. OK. C'est à lire. C'est un sacré pavé. L'évêque Trudeau, leur jeunesse, notre histoire. Merci beaucoup. Merci à toi, Richard. Salut.